hold on because people need the quiet of weapons, the quiet of arms. They need to rest and you all need to go back to the table of negotiations. This morning has been quiet since 8 o'clock, almost no incidents. Our forces are maintaining those defensive lines and preparing for potential developments. Atrocities committed by Israel required immediate reaction from us. Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer, c'est le morning. Nous sommes encore en édition spéciale. Le conflit entre Israël et la bande de Gaza a commencé il y a un mois exactement, mais serait en train de s'achever. Voici ce qu'il faut retenir de la situation ce matin. Le calme se maintient donc entre Israël et Gaza 24 heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Israël a achevé le retrait de ses troupes et les habitants d'un côté comme de l'autre de la frontière commencent à rentrer chez eux. Tous les yeux sont désormais rivés vers le Caire où les négociations indirectes vont s'accélérer dans les heures qui viennent. La délégation israélienne est attendue dans la journée après une escale de quelques heures hier soir. Selon les sources sur place, on s'avance vers un accord à minima. Les Américains, eux, hésitent sur leur degré d'implication dans ces discussions. Dans la capitale égyptienne, la tension est à son comble, il faut le rappeler, entre Washington et Jérusalem. John Kerry et Benjamin Netanyahu ont eu une dernière conversation téléphonique dimanche qui a été coupée officiellement pour des raisons techniques. Enfin, à noter que le commanditaire de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens il y a 2 mois à Hebron a été arrêté et il s'agit bien d'un membre du Hamas. Il a été arrêté il y a 3 semaines par les services de sécurité israéliens. Hussam Kawamashme a avoué avoir reçu le financement de l'opération par le Hamas de Gaza. Il a confirmé être le commandant des 2 autres membres de la cellule qui, je vous le rappelle, n'ont toujours pas été retrouvés. Voilà, et nos invités ce matin sont Avi Kadosh. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Vous êtes un habitant du kibbutz de Niram, dans le sud d'Israël, à quelques mètres de la frontière avec Gaza. Et Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à Cyril également. Jacques, on est dans une situation fragile. Est-ce qu'une nouvelle allumette pourrait relancer l'incendie ou est-ce qu'on peut dire que cette guerre est derrière nous? Tout à fait non, pas encore, pas du tout. Loin de là. Je dirais que nous sommes maintenant en pleine négociation. On pourrait envisager un scénario où les négociations continueraient sous le feu. Donc ça c'est d'un. Les négociations pourraient s'arrêter et les combats reprendre. Il faut se rappeler que Hamas a une attitude, je dirais, assez... il se sent victorieux, donc il est très arrogant. Il dit, OK, nous sommes prêts à sacrifier encore plus. Donc dans cette équation-là, où la symétrie est tout simplement de crier aux yeux, il se peut très bien que si Hamas ne se retrouve acculé dans son coin sans avoir acquis quoi que ce soit dans le domaine des négociations, qu'il ne reprenne voilà, vous le dites tir. que le Hamas est un acteur irrationnel, ça a été je ne dirais pas irrationnel, cas. je dirais que sa logique est différente de la nôtre. Ouais. C'est une logique suicidaire. Il dit, pour lui, les vies humaines ne comptent pas. Rappelez-vous Machal qui avait dit que le modèle de l'Algérie et du Vietnam, c'était le modèle qui les inspirait. Donc en Algérie, il y a eu 1 million d'Algériens qui sont morts durant la guerre civile avant le départ des Français. Donc il se peut ici dire qu'est-ce que c'est 1800 victimes. On peut passer outre et bien au-delà de ça jusqu'à ce que nous atteignions nos buts. Voilà, alors pour le moment en tout cas, chaque camp essaye de crier victoire. Je vous propose un petit bilan chiffré de ce mois de conflit. Alors voilà, l'opération Bordure Protectrice, vous le savez, a duré 29 jours. Alors en chiffres, voilà ce que ça donne. 64 soldats israéliens sont tombés au combat, 3 civils ont été tués par des tirs de missiles et obus de mortier. 463 soldats ont été blessés. Plus de 82 000 réservistes ont été mobilisés.
32 tunnels terroristes ont été entièrement détruits et l'armée israélienne a frappé en tout 4762 cibles terroristes à Gaza. Selon Tsahal, entre 750 et 1000 terroristes ont été éliminés. Le bilan total des morts à Gaza s'élève à 1778 personnes, dont près de 400 enfants. En tout, Israël a essuyé en un mois 3356 tirs de missiles. 579 d'entre eux ont été interceptés et 116 débris d'obus sont retombés en territoire israélien après interception. Est-ce qu'on peut parler, Jacques, d'une victoire d'un camp ou de l'autre ? Non. Tout à fait. Je dirais que nous sommes même pas, à égalité. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce qui va déterminer, je dirais, la fin de cette guerre, ce sera la fin des négociations. Comment est-ce que ces négociations vont se terminer? Si elles se terminent en faveur d'Israël, donc en faveur de nos positions à nous, donc c'est gagné. Et le Hamas pourra crier autant qu'il veut, mais simplement, ce sera une défaite cuisante. Pour l'instant, il commence déjà dans une position, je dirais, d'inégalité, puisque ce n'est pas le Qatar et la Turquie qui ont présenté leur projet, mais c'est plutôt l'axe, je dirais, d'Égypte, autorité palestinienne et Israël. Donc, de ce point de vue-là, le Hamas déjà est acculé. De l'autre côté, il faut quand même donner raison à ceux qui disent que le Hamas a reçu, je dirais, en de termes très, très crus, une belle raclée. Mais simplement, cette raclée n'est pas suffisante pour l'amener à casser son épine dorsale, dire assez, écoutez, je suis prêt à me rendre, je suis prêt à votre équation. Et c'est là l'équation qui est la plus importante, c'est reconstruction économique face à la démilitarisation de la bande de Gaza. Voilà, reste à voir si c'est possible. En tout cas, Avi Kadosh, l'objectif de cette offensive israélienne était d'assurer la sécurité tout d'abord aux habitants du sud d'Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est chose faite? C'est dur à dire. On ne peut pas dire qu'on ne sent pas une petite avancée dans ce but-là. Mais enfin, on ne peut pas dire que la population aujourd'hui se sent calmée, que dans quelques jours, tout le monde reviendrait avec un sentiment de défense totale. Non, on n'a pas ce sentiment. Alors, parlons très concrètement. Vous vivez dans ce kibboutz de Niram, à la frontière. Vos enfants et vos petits-enfants vivent dans ce kibboutz de Niram. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont rentrés au kibboutz après un mois de guerre? Est-ce qu'ils se sentent rassurés de le faire? Non, ils ne sont pas rentrés. Le cessez-le-feu a débuté... le dernier cessez-le-feu a débuté hier. Et maintenant, il est vrai que la journée d'hier était calme, depuis 8h du matin. Donc, jusqu'à 8h du matin, c'était encore terrible, on l'a senti. Compter, je dirais, les heures de calme, c'était simplement malheureux. Mais c'était une journée calme. Il faut dire aussi que c'était non seulement calme, mais c'était aussi une journée vide. Parce que la majorité de la population de ces kibbutz qui sont près de la frontière sont vidés de famille. Alors il y a le calme et le vide, ça ne peut pas nous calmer à nous. Et je pense que les premières familles qui seraient prêtes à revenir attendent la fin de ce cessez-le-feu officiel, et voir 72 heures et voir en fin de semaine si les Palestiniens continuent avec ce calme. Dans ce cas-là, je pense qu'il y aura une vague de retour. Je pense que d'ici une semaine... Mais dans un sentiment de sécurité totale, cette vague de retour? Je parlerai d'attention. Sentiment de sécurité. Chaque parent se trouve responsable de soi-même, de ses enfants, ne peut pas dire fais-moi confiance et il y aura le calme ou il y aura la paix. On ne peut pas le dire d'une façon catégorique. Alors, on doit simplement avoir espéré que ce calme continuerait. Et on ne parle pas maintenant d'un temps d'un mois ou 2 mois. On espère que cette période durerait au moins 4 ou 5 ans. Et durant cette période, en tant qu'Israélien, j'espère qu'on aurait assez de temps, non seulement pour se préparer à une défense plus adaptée aux nouvelles conditions, mais aussi à se préparer à une autre solution qui n'est que la défense. Il y a aussi, pour parler par exemple. Nous avions 3 menaces en fait dans cette guerre-là. Nous avions la menace des missiles,
la menace des tunnels offensifs et la menace des mortiers. Donc, c'est les mortiers qui étaient les plus cruels et les plus meurtriers. Donc, on a neutralisé plus ou moins les tunnels. Les tunnels, disons à 90% ou 95% sont neutralisés. Peut-être qu'il y aurait encore des tunnels qu'on ne connaît pas encore, mais je dirais que c'est une question de temps. Sur les missiles, nous avons détruit, disons, la moitié, nous avons détruit le tiers, ils ont tiré un tiers. Il leur reste un tiers. Il leur reste un tiers, et sur les mortiers, il n'y a pas pour l'instant de réponse. Ce qui se passe, c'est que la population qui habite, la population frontalière, est paniquée non pas par les missiles, elle est paniquée par les mortiers. Les mortiers, c'est le plus grand problème, puisqu'on entend la sortie et automatiquement, en une seconde, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, il y a des moyens qu'on est en train de développer, ça prendra un certain temps. Je dirais qu'il faudra investir beaucoup d'argent dans deux domaines. Un, dans le domaine de la parade à ces tirs de mortier. Donc, à l'époque, on pensait que le dôme de fer était quelque chose d'halluciné, mais c'est une réalité aujourd'hui. On peut trouver une réponse à ça. La deuxième réponse... Réponse technologique, défensive. La deuxième réponse technologique sera sur les tunnels. Et cela, je dirais, on est un peu plus avancé. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps, mais on sera plus avancé. Ce qui veut dire qu'entre-temps, l'armée, ce qui était dans le sud ne sera plus dans les prochains jours. L'armée sera sur place pour assurer la sécurité et pour donner de la confiance à la population qui est tout à fait paniquée. On a vu quand même que malgré le maintien des troupes sur place pendant le conflit, eh bien, des terroristes ont réussi à s'infiltrer, à tuer même des soldats inattentifs. Malheureusement, vous attaquez ici un nerf qui est tout à fait très vif. C'est la discipline israélienne, c'est la discipline des soldats. Il faudra tout simplement être beaucoup plus dur envers cela. C'est une question de discipline qui aurait tout simplement épargné ces 5 soldats. On va en reparler, mais pour l'heure, on va essayer de comprendre un petit peu le ton de cette fin de conflit grâce aux grands journaux du Moyen-Orient ce matin. Cyril, plusieurs quotidiens israéliens rendent avant tout hommage aux soldats, des militaires qui laissent éclater leur joie après la fin des combats. Et vous allez voir sur cette photo du Yediot Aharonot, les mains tendues vers le ciel. Ces soldats des unités blindées de Tsahal fêtaient à leur manière la fin de la guerre. C'est donc avec cette image que le tabloïd israélien souhaitait ce matin rendre hommage à ces jeunes recrues de l'armée israélienne, de vaillants combattants qui, selon un haut gradé consulté par le journal, n'ont rien à envier à leurs aïeux tant ils ont combattu avec bravoure et avec détermination. Alors même tonalité patriotique du côté du quotidien israélien qui dit ce matin un grand merci aux combattants qui ont pendant 29 jours asséné un coup sévère, écrit le journal, un coup sévère au mouvement islamiste palestinien. Plus sobre, de son côté, le Haaretz annonce qu'Israël a achevé hier le retrait de ses troupes de la bande de Gaza. Le rideau tombe donc sur l'opération Bordure Protectrice, comme en témoigne cette caricature signée Moshik ce matin dans les colonnes du Yediot Aharonot, voilà, qui va apparaître à l'écran tout de suite, on l'espère en tout cas. Voilà, bon, on la verra un petit peu plus tard. Voilà. Voilà, et alors, qui d'Israël ou du Hamas sort victorieux de cette confrontation? C'est la grande question du jour et de chaque fin de conflit, évidemment. Les éditorialistes israéliens sont partagés. Hein. Ah oui, très partagés. Vous allez voir, pour l'expert militaire du Maariv, Amir Rapoport, il est incontestable que malgré tous les ratés et tous les dysfonctionnements, Israël sort vainqueur de Gaza. Le Hamas s'était fixé des objectifs impossibles à atteindre, estime le journaliste, comme la levée du blocus ou encore la libération des prisonniers. Mais pour Shimon Schiffer du Yediot Aharonot, qui n'est pas du tout d'accord avec Amir Rapoport, c'est le Hamas qui a eu le dernier mot. Quand les hommes politiques ne savent pas comment faire le bilan d'une guerre aux conséquences imprécises, ils ont pour habitude de dire qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Mais dans le cas de l'opération Bordure Protectrice, on peut dire avec certitude, nous dit Schiffer, que c'est le Hamas qui a eu le dernier mot. La salve de roquettes tirée juste avant l'entrée en vigueur de la trêve, c'était précisément le dernier mot du Hamas. Pendant les 29 jours d'opération, c'est le Hamas qui a dicté le tempo en réussissant à mettre à genoux des millions d'Israéliens pendant les alertes, mais surtout en contraignant nos dirigeants politiques à se rendre au Caire. Pourquoi faire ? Pour négocier un cessez-le-feu, et oui, d'égal à égal avec une organisation terroriste. Voilà donc des mots durs ce matin, signé Shimon Schiffer dans les colonnes du Yediot Aharonot. Voilà, alors dans cette atmosphère de bilan, que pensent les Israéliens eux-mêmes de ce conflit ? C'est le Haaretz qui nous l'apprend grâce à un sondage. Oui, un sondage très instructif. Vous allez voir, pour une majorité d'Israéliens, il est difficile de départager les belligérants au premier jour de la trêve. Au terme de l'opération israélienne, donc 51%
40% des personnes interrogées estiment que ni Israël ni le Hamas n'ont gagné cette guerre, alors que 36% affirment que l'État hébreu l'a emporté haut la main, contre 6% seulement qui estiment que c'est précisément le mouvement islamiste qui sort victorieux de cette nouvelle confrontation. Alors quant à la question des objectifs que s'était fixé le cabinet de sécurité, à savoir la destruction des tunnels, la restauration de la force de dissuasion israélienne et l'affaiblissement des capacités militaires du Hamas, eh bien les Israéliens pensent dans leur majorité qu'ils ont été atteints, mais partiellement seulement. 56% exactement des Israéliens pensent ceci, alors que 26% des sondés estiment au contraire qu'ils ont été pleinement atteints. Et puis enfin, la question, souhaiteriez-vous qu'Israël renforce à présent le président de l'autorité palestinienne et relance les négociations de paix avec les Palestiniens? Eh bien, 53% des Israéliens ont répondu par la positive, contre 35% qui ne veulent pas entendre pour l'instant parler de négociations avec Ramallah. Et la popularité du Premier ministre dans tout ça, eh bien, elle ressort consolidée selon ce sondage, puisque, vous le voyez, 77% des Israéliens se disent satisfaits de la manière dont Benjamin Netanyahu a conduit les opérations pendant le mois de juillet. La guerre est finie donc, mais une autre guerre diplomatique cette fois-ci ne fait que commencer. Selon l'analyste du Jerusalem Post, Herb Kainon, ce sera une guerre pénible, longue, qu'Israël devra mener sur plusieurs fronts. Israël qui a toujours mieux combattu sur le champ de bataille que dans l'arène diplomatique, nous dit l'analyste politique. La formule de Netanyahou qui consiste à corréler la reconstruction de la bande de Gaza à sa démilitarisation totale pourrait bien rencontrer une autre formule, l'implication de la communauté internationale en contrepartie de la relance du processus de paix moribond avec les Palestiniens. Voilà, merci beaucoup Cyril. En attendant, la question que tous les Israéliens se posent, c'est de savoir si l'armée a bel et bien neutralisé la menace terroriste, que ce soit par les missiles, buts de mortier ou tunnels, comme vous le disiez Jacques. Et en première ligne de ces tunnels, Avi, vous êtes là pour en témoigner, se trouvent donc les habitants des localités frontalières avec Gaza. Et bien malgré le calme restauré, on l'a dit, ils craignent de rentrer chez eux. Reportage sur place, signé Fleur Citruc et Anthony Lesme. Orly est depuis 6 ans à la tête de l'équipe de gestion de crise dans le Moshav Yevoul. Elle veille à la sécurité et au bien-être des familles du Moshav, et tout cela bénévolement. Mon travail, c'est de prévenir les gens s'il y a un terroriste ou quelqu'un qui s'est infiltré, et de téléphoner aux gens et de les prévenir du danger réel qui se passe ici. Près d'1 millier de roquettes se sont abattues en un mois sur la région d'Eshkol où se trouve le Moshav. La majorité des habitants ont préféré quitter les lieux. C'est une rue où vivent les familles avec des enfants. Pendant 5 semaines, elle a pratiquement été vide. Porat avait trouvé refuge dans le nord avec son fils d'1 an et demi. Shalom. Elle est rentrée il y a 2 jours au Moshav, mais ne sait pas si elle va pouvoir rester. Ce qui nous terrifie, c'est le risque d'infiltration, qu'un terroriste entre soudain dans notre maison. On a besoin de se sentir en sécurité. Même inquiétude pour Liron, maman de 2 petites filles et dont le mari a été appelé au front. On sait qu'il y a toujours un risque que quelque chose arrive, des tirs de roquettes, une infiltration. Comment peut-on être sûr à 100%? Déjà, avant le début du conflit, on nous disait que tout allait bien, et puis on a découvert des dizaines de tunnels sous nos maisons. On espère que l'on peut faire confiance à l'armée, à notre gouvernement, quand ils disent que les tunnels ne représentent plus aucun danger pour nous. Orly, à cause de ses responsabilités, n'a pas pu quitter le Moshav pendant toute la durée du conflit. Pourtant, elle et sa famille n'ont aucun lieu sûr pour s'abriter pendant les alertes. L'endroit qui nous semble, je dis bien qui nous semble le plus sécurisant, c'est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ferme toutes les portes et on se met là dans la petite... Non, ici. Depuis le Moshav, on entend à la fois les tirs de roquettes et les raids sur Gaza. Il est impossible de dormir la nuit. Il y a d'abord un boom et tout de suite après le souffle de l'explosion qui fait trembler toute la maison. Et c'est clair que chaque obus qui sort d'ici, il arrive sur Gaza et il arrive peut-être aussi sur des civils palestiniens. Et c'est dur à vivre, c'est très dur à vivre. Nous, on est des gens de paix, on est pour la vie, je veux dire, pas pour que les gens meurent. C'est triste, c'est triste finalement. Ce que souhaitent les habitants du Moshav Yevoul, comme ceux de tout le sud d'Israël, c'est de pouvoir enfin reprendre une vie normale. Avi, ça a été votre quotidien aussi depuis un mois, ce qu'on a vu dans le reportage?
C'était mon quotidien, mais je n'ai pas vu d'enfant. Il n'a vu personne, il était tout seul. C'était le vide. Je vous dis, c'était le vide. Beaucoup de visites de solidarité israélienne, d'artistes, de personnalités politiques qui venaient voir la vie dans les kibboutz, évidemment, à côté de la ville de Sderot. Mais dans ces kibboutz-là, c'était carrément... Le vide est terrible. Le vide est terrible. À toute heure, pour aller d'un endroit à l'autre, vous vous sentez seul, vous sentez un danger. Oui. Dans le meilleur des cas, on est dans le vide et dans le calme. Dans un cas normal, on fait 300-400 mètres avec des alertes, parce que ça tire tout le temps. Ouais. Et alors bon, voir des images d'enfants, c'est revoir une vie normale. Que vous espérez. Ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore. Ouais. J'espère que dans les jours à venir, ça recommencera. Alors on va justement se diriger vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza où se trouve Mathias Inbar. Alors on l'a dit, le cessez-le-feu est entré en vigueur depuis 24 heures. Un calme tendu est maintenu. Qu'est-ce que vous constatez sur place ? Eh bien, je constate ce que Avi Kadosh disait à l'instant, celui qui habite effectivement en Iram. Ici, nous sommes à un village effectivement juste à côté de Niram, en bordure de la bande de Gaza, et très très peu d'âmes qui vivent. Je constate que les parkings sont toujours aussi vides. En face de moi, il y a une maison avec un trampoline où d'habitude, eh bien, me dit-on qu'il y a des enfants qui sautent dès 8h du matin, et pour l'instant c'est le calme. Tout relatif, certaines familles sont revenues de leurs parents notamment qui habitaient dans le nord du pays, mais il s'agit de quelques personnes seulement. Pour l'instant, les villages en bordure de la bande de Gaza sont toujours aussi vides. Effectivement, il y a toujours ce bruit strident, une sorte de moustique géant de drones qui survolent toujours le ciel de Gaza, mais très peu et quasiment aucune activité militaire puisque tous les soldats sont sortis de la bande de Gaza. Nous avons désormais les statistiques qui commencent à sortir du côté du porte-parole de l'armée. 4762 sites qualifiés de terroristes frappés par l'armée de l'air israélienne et l'artillerie. Et puis ces tunnels de contrebande et ces tunnels offensifs, 32 en tout, 14 qui franchissaient le territoire israélien, dont 2 et 3 jusqu'à 500 mètres, jusqu'à là où nous sommes actuellement. Merci beaucoup Mathias. Alors sur ces tunnels, Jacques Neria, l'armée a annoncé dans un premier temps avoir éradiqué l'ensemble des tunnels. Hier, il rajoute qu'il en resterait 2 ou 3. C'est un travail qui va devoir se poursuivre. Effectivement, écoutez, je dirais le début des tunnels en territoire palestinien est facile à déceler. C'est tout simplement, il y a des tonnes de terrain qu'il faut déplacer, de souterrains pour permettre le creusement de ce tunnel-là. Donc, je dirais, les différences de couleurs permettent aux analystes des photos aériennes de savoir plus ou moins où sont ces tunnels, où est-ce qu'ils débutent. L'origine. Le problème, on ne sait pas où est-ce qu'ils arrivent. Et c'est là, je dirais, ce problème-là, c'est ce qui nous oblige à développer une technologie je dirais blanc et bleu, donc c'est à nos couleurs, pour essayer de parer à cette éventualité en territoire israélien. Entre-temps, ce que je disais tout à l'heure, il faudra que l'armée se redéploie d'une façon... C'était une frontière avec même pas un soldat. Il y avait des patrouilles qui passaient de temps en temps par là-bas. C'était une frontière assez calme. On parle d'une barrière aussi. Tout à fait. Non, il faut reconstruire la barrière. Elle a été détruite en partie, donc il faut la reconstruire, il faut la fortifier et tout ça. Et il faut qu'il y ait une présence militaire beaucoup plus alerte. Ces mesures vous rassurent, Avi, ces mesures qui sont en train d'être mises en place? Tout ce qui est en train, il faut qu'on le voit. En fait, nous avons vécu pas mal d'années avec cette idée, par exemple, de barrières électroniques et depuis le départ le retrait de la bande de Gaza. De la bande de Gaza, on avait parlé d'une zone qui serait gardée par l'armée israélienne, mais on a vu que toutes ces solutions-là, en fait, n'ont pas réellement aidé. Elles ont aidé
dans cette période de calme, elles ont aidé les Palestiniens ou les Palestiniens du Hamas à préparer tout leur nouveau système. Je dirais autrement, je dirais que la barrière nous a endormis. La barrière nous a endormis parce que nous étions complètement confiants que la barrière était suffisante, alors que finalement, le Hamas travaillait sous terre. Donc il a travaillé sous terre et donc un premier cas avec Shalit aurait dû allumer un grand feu rouge devant l'armée. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Alors quand je parle de système adapté, c'est réellement penser avec une logique qui est la leur et qui regarde le futur, pas simplement ramener des soldats qui aideraient à garder une frontière ou un kibbutz, 7, 8 soldats. C'est pas du tout la solution, on n'est plus là. Et la solution pour vous, c'est ? La solution, c'est de faire très rapidement, de faire marcher ce système anti-tunnel. Ce dôme de fer des tunnels. Un dôme de fer de tunnel. Et ce n'est pas simplement une affaire de temps, c'est une question de budget. Ce budget doit être accepté aujourd'hui ou hier. Et pas, je pense que toute cette... si on prend du temps, si on prend 1 an ou 2 ans à se poser la question, si ce qui s'était passé avec le dôme de fer pendant des années, on savait qu'il y avait une solution, mais le budget n'avait pas été autorisé. Alors maintenant, les questions de tunnel sont les mêmes. Et il y a aussi, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, il y a dans les kibbutz qui sont encore plus proches les plus proches de la frontière, il y a toujours ces histoires de mortiers ces menaces directes qui nous tombent sur la gueule. On ne peut même pas dire qu'on a 5 secondes. Alors, dans ce contexte, malgré ces mesures qui semblent juste en phase embryonnaire, est-ce que vous pensez, c'est la question que tous les Israéliens se posent, que la prochaine confrontation n'est qu'une question de temps ? Et apparemment. Moi, j'insufflerai quand même un peu d'optimisme. Il faut comprendre que la guerre, c'est un autre moyen de la diplomatie. Donc, la solution, de toute façon, sera une solution politique. On ne peut pas vivre tout le temps sur nos épées. Donc, il faudra trouver une solution qui soit, avec la communauté internationale, prendre la responsabilité de cette bande de Gaza ou une bande de fous est en train de diriger cette bande et mener 1 800 000, je dirais, captifs de leur idéologie islamique. C'est ce qui est en train de se négocier au Caire et on suivra ça de près. Merci beaucoup, Avi Gadosh, d'avoir été avec nous ce matin. Jacques, on se retrouve dans quelques minutes. Merci Cyril, à tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur i24 News. Il est 8h30 à Tel Aviv, un peu plus de 24 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Voici ce qu'il faut retenir de la situation. Le calme se maintient entre Israël et la bande de Gaza. Israël a achevé le retrait total de ses troupes et les habitants, d'un côté comme de l'autre de la frontière, commencent à rentrer chez eux. Mais tous les yeux sont désormais rivés vers le Caire où les négociations indirectes vont s'accélérer. Aujourd'hui, la délégation israélienne est attendue dans la journée après une brève escale hier soir. Selon les sources sur place, on s'avance vers un accord à minima. Les Américains, eux, hésitent sur leur degré d'implication dans ces discussions. Dans la capitale égyptienne, la tension, on vous le rappelle, est à son comble entre Washington et Jérusalem. John Kerry et Benjamin Netanyahu ont eu une dernière conversation téléphonique dimanche qui a été coupée officiellement pour des raisons techniques. Enfin, à noter que le commanditaire de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens il y a 2 mois, non loin de Hebron, a été arrêté. Il s'agit bien d'un membre du Hamas. Roussam Kawashme a avoué avoir reçu le financement de l'opération par le Hamas de Gaza. Il a confirmé être le commandant des 2 autres membres de la cellule qui, je vous le rappelle, n'ont toujours pas été retrouvés.
Voilà, et on se dirige tout de suite vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza. On le disait, Mathias, le calme est maintenu depuis 24 heures. Mais est-ce que l'armée israélienne reste sur le qui-vive? Est-ce qu'on parle toujours d'une zone tampon, cette fois à l'intérieur du territoire israélien? Oui, Barbara, il n'y a plus aucun soldat à l'intérieur de la bande de Gaza. Et cette zone tampon, eh bien, elle est établie à peu près entre 3 et 5 kilomètres du territoire israélien. En venant ici, dans ce village en bordure de la bande de Gaza, on voit très clairement des colonnes de blindés positionnées bien sur les hauteurs qui regardent la bande de Gaza, mais aucun soldat, aucune présence militaire israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Et les questions commence dès à présent. Comment un blindé, un transporteur de troupes a pu exploser, surtout un transporteur de troupes qui date de 1970. Comment ce fillbox, des fillbox que vous voyez sans doute derrière moi, ce sont ces tours qui sont positionnées véritablement en lisière des premiers villages de la bande de Gaza comme Sajaya, Jebalia. Comment les barrières ont pu être ouvertes et laissées entrouvertes pour laisser rentrer les commandos palestiniens. Comment les renseignements israéliens n'avaient pas prévu autant de tunnels offensifs. Voilà les questions auxquelles il va falloir véritablement répondre très rapidement. Merci beaucoup Mathias pour ces explications. On vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. Il est temps de dire bonjour à Zvi Mazel qui nous a rejoint. Merci infiniment d'être là, diplomate israélien, notamment ambassadeur en Égypte. Bonjour à Betsabé. Bonjour Barbara. Et rebonjour à Jacques Nerien, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors voilà, on l'a dit, tous les yeux sont rivés vers le Caire où les négociations indirectes sur un cessez-le-feu vont s'accélérer dans les heures qui viennent. On l'a dit, la délégation israélienne est attendue dans la journée. Alors le succès de cet accord n'est pas évident. Zvi Mazel, on va tenter de le décrypter ensemble. Les délégations semblent pour le moment revoir leurs exigences à la baisse. Est-ce qu'on s'avance vers un accord comme à la fin du conflit de 2012 qui n'a finalement permis que de maintenir le calme pendant 2 ans? Et probablement, on s'avance vers un accord avec quelques changements par rapport peut-être à 2012. Et à mon avis, il y aura peut-être, on donnera un petit bonbon au Hamas pour que... Lequel? Peut-être et plus de facilité pour sur la frontière, un peu plus des camions avec des médecines ou la nourriture. Et je ne vois pas autre chose. Il n'y aura pas un port, ni un aéroport, ni ouverture totale et définitive des frontières. De notre côté, non plus du côté égyptien, parce que pour l'Égypte, c'est les mêmes problèmes que pour nous. Le passage de Rafah est un problème de sécurité. Et il est surveillé par les Égyptiens 24 sur 24. C'est par là que sont passés les terroristes et l'équipement des terroristes. Et à Gaza, il y a eu l'entraînement des terroristes qui après sont passés vers le Sinaï. Donc, de deux côtés, il y a deux pays qui ont des intérêts extrêmement importants en ce qui concerne Gaza. Et ce sont des intérêts de base qui ne peuvent pas changer. Ouais. Alors, on peut faire quelques petites choses. Mais il faut comprendre ça, que le Hamas ne se bat pas pour les Palestiniens. Je le répète tout le temps. Parce que le fait qu'il a payé avec le centre palestinien, 1600... Plus même, presque 1800. Oui, alors... et d'ailleurs, le Hamas ne dit jamais qu'il est palestinien, il dit qu'il est islamique. N'est-ce pas? Il veut détruire Israël. Il a été fondé pour détruire Israël. C'est un bras des frères musulmans de Gaza, parce qu'à Gaza, il y a des frères musulmans, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il demande, certaines facilités, ouvrir tout, même, n'est-ce pas, les frontières entre Israël et Gaza et l'Égypte, c'est pas pour les Palestiniens, c'est pour lui, pour que les Palestiniens se sentent bien, qu'il laisse continuer son pouvoir, n'est-ce pas? Et retrouver sa force. Il va essayer de retrouver sa force d'une façon ou d'une autre, avec l'aide peut-être de l'Iran ou d'autres possibilités. Donc il faut comprendre, il se bat pour lui-même, pour sa survie, pas pour les Palestiniens. Il faut comprendre ça, parce que dans la presse internationale, et même dans les gouvernements européens, on ne comprend pas ça. On parle toujours, en Europe, on parle des Palestiniens, pas des Hamas, alors que les Hamas qui comptent, pas les Palestiniens. Oui. Et ça déforme notre image face à l'Europe. Ça, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi, d'ailleurs, les médias internationaux a aussi, n'est-ce pas, sa responsabilité. Comment est-ce possible que François Hollande, président de la France,
dit qu'Israël massacre. Parce qu'il croit à toutes son ces ministre des images, Affaires étrangères, Fabius toutes ces Lazi. images, il croit. C'est un président d'un des plus grands pays du monde. C'est quelque chose d'inacceptable, d'inimaginable. Ouais. On va en reparler de la presse internationale. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Le Hamas se bat pour sa survie et non pas pour sa population civile? Je suis complètement d'accord avec l'ambassadeur Mazen. Je pense que Hamas est en train de se battre islamiquement. Donc il se bat au nom des frères musulmans et en remplaçant des frères musulmans qui sont hors la loi en Égypte, qui sont persécutés en Égypte. Et c'est lui, je dirais, c'est le modèle même qui inspire ce modèle contre le sionisme, qui inspire d'autres organisations terroristes islamiques qui sont tout autour de nous. Regardez ce qui se passe au Liban, à Ersal aujourd'hui, c'est une guerre entre le Liban et Jabhat el-Nusra et Daesh, qui cherche tout simplement à couper le Liban dans le nord. Regardez ce qui se passe en Irak, un peu partout dans le monde arabe. Je dirais, je suis tout à fait d'accord avec les détracteurs du Hamas dans le monde arabe, et il faut se rappeler qu'il y en a beaucoup aussi, l'accusent spécifiquement de cela, de ne pas se battre pour la cause palestinienne et de se battre pour la cause islamique. Et cela, c'est-à-dire, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas gagné la guerre. Khaled Mashal, depuis son hôtel 5 étoiles à Doha, refuse coup après coup les cessez-le-feu. Ça a été le cas même il y a 24 heures. Tout à fait. Et puis c'est lui qui a dit qu'il était prêt à sacrifier autant de Palestiniens que les Algériens ont sacrifié. Ou les Vietnamiens. Ou les Vietnamiens. Donc on parle 1 million d'Algériens dans la guerre d'Algérie, 1 million de Vietnamiens. Donc pour lui, qu'est-ce que c'est? 1800 de Palestiniens tués, ce n'est rien. Donc et là, je dirais, c'est cette façon de penser, cette idéologie qui crée l'asymétrie entre nous et Hamas. Il est impossible dans ce cas-là de trouver, je dirais, un dénominateur commun. On ne peut pas, nous qui sanctifions la vie, eux qui sanctifient la mort. Quel est le pont qui permet de négocier? Sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Quand même, Zvi Mazel, il devra, pour essayer de maintenir son pouvoir, comme vous dites, apporter des acquis à sa population. Le Hamas, alors on l'a vu, il commence à revoir sa liste d'exigences. Vous l'avez dit, on ne parle plus ni d'un port, ni d'un aéroport. Ils ont très peur d'évoquer le point de passage de Rafah avec les Égyptiens, parce qu'ils connaissent la fermeté égyptienne. Au bout du compte, ils vont sortir avec quoi, les Palestiniens? Ça, c'est leur affaire, c'est pas le nôtre. Alors parlons d'Israël. Que veut Israël dans ces négociations? Et nous, on veut pour l'instant... Écoutez, tout d'abord, il faut comprendre. On va descendre un peu plus profond. La guerre n'est pas finie. Peut-être elle est finie maintenant pour quelque temps. Et encore, c'est pas sûr, parce qu'il y a le Hamas, comme on vient de le dire, n'est-ce pas? Et donc la guerre n'est pas finie, et de toute façon, elle va reprendre. Alors, et nous, pour l'instant, on veut, d'après ce que je comprends, on veut du calme et sécurité, si c'est possible, et un calme pour 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Non, on ne peut pas savoir. Nous n'avons pas d'illusion. Non, madame. Nous n'avons pas d'illusion. Nous savons que le Hamas, une fois il aura repris sa force un peu, il va continuer sa guerre d'attrition contre Israël. Alors on peut demander pour nous-mêmes, on ne le dit pas à haute voix, n'est-ce pas? Au Hamas, on ne dit pas au Hamas. On espère que si on arrive à une certaine compréhension entre nous, on aura la paix 1 an, ou peut-être 2 ans, et peut-être pas du tout. Peut-être dans 6 mois ou dans 3 mois, il y aura quelques petits missiles. Un missile. Et puis, calme. Et puis, 1 semaine après, encore un missile. Une guerre d'usure, c'est ce que cherche le Hamas. Guerre d'usure, guerre d'attrition, on dit en anglais, pardon. Guerre d'usure, pardon, excusez-moi. Alors, on connaît cette histoire-là. Maintenant, on va encore plus loin. Je crois que, voilà, le seul but qu'Israël n'a pas voulu, cette fois-ci, c'est occuper les Gaza. On a dit dès le début, Premier ministre, ministre de Défense, on veut le calme, la sécurité, on tirera sur nous. On répondra, on ne tirera pas. Mais donc, nous, le gouvernement d'Israël, pour des raisons que moi, je ne connais pas, je ne sais pas, a décidé de ne pas occuper cette fois Gaza. Mais le gouvernement d'Israël sait que ça devra être fait. Peut-être encore, maintenant, si jamais le Hamas se conduit d'une façon folle,
tout est possible encore, tout est ouvert. Je crois que ça n'arrivera pas parce que le Hamas a subi finalement des lourdes pertes, mais nous savons très bien que dans quelques mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, je ne sais pas, on devra le faire. Il n'y a pas autre solution avec l'islam radical. Il n'y a pas. Je formulerai, je dirais, l'équation de la façon suivante. Les deux parties arrivent avec des exigences qui sont très hautes. Nous voulons reconstruction économique et en retour, donc démilitarisation. Hamas veut ouvrir les frontières, veut des tas de choses, ports, aéroports, tout ce qui est possible, imaginable. À ce point-là, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de dénominateur commun. On pourrait finalement aboutir logiquement à un dénominateur commun le plus bas. Le plus bas, c'est un cessez-le-feu. C'est-à-dire que toi, tu ne tires pas, moi, je ne tire pas, jusqu'à ce que les choses tournent autrement. Quand est-ce que ça va se passer? Peut-être qu'il y aura d'ici quelques temps, ils vont se réorganiser, ouais. Nous on va se réorganiser et on recevra le premier missile. Je suis d'accord sur cette équation-là. Entre-temps, je dirais, cette négociation qui se conduit aujourd'hui au Caire peut se passer sous le feu. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un scénario où les négociateurs sont sur place, ou au contraire on dit, okay, vous savez quoi, je quitte, je reviens à Jérusalem, je reviens à la bande de Gaza, et les tirs reprennent pour de nouveau se réunir quelques jours après. C'est un scénario possible, tout à fait. Juste une dernière chose, Jacques, avant de vous libérer. Vous l'avez dit, hein, Benjamin Netanyahou répète ce slogan reconstruction contre démilitarisation. Est-ce qu'il y croit ou c'est juste un slogan? Je ne pense pas que. Je pense que c'est plus qu'un slogan. C'est plus qu'un slogan et c'est moins qu'une croyance. Donc je dirais c'est une espérance. C'est une espérance. C'est un vœu pieux. Je ne pense pas qu'il soit tellement pieux, mais je dirais il vient d'une famille très pieuse. Mais je dirais dans ce cas-là, c'est un but, mais ce n'est pas réalisable. Soyons réels, ce n'est pas réalisable. On peut arriver à une certaine... On va désamorcer, je dirais, la bombe. Désamorcer la bombe, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un bon début pour la continuation. Je vous libère, Jacques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je me tourne vers vous, Betsabé, pour parler de ce dont vous parlez, cette responsabilité de la presse internationale. Oui. Zvi Mazel, vous avez passé en revue les journaux ce matin. Alors que disent les médias de ce cessez-le-feu? Alors la presse n'est pas si impliquée que ça aujourd'hui. Elle observe, elle est attentive et pour l'instant, la trêve semble tenir. C'est le genre de réflexion qui nous viennent des médias comme RFI. Voilà, le titre, la trêve à Gaza semble tenir. Une trêve qui semble différente des autres selon Radio France Internationale. La raison, selon le site, cette fois-ci, l'armée s'est retirée de Gaza. Voilà la raison pour RFI. La trêve qui tient le coup, titre le New York Times aux États-Unis. Donc, conséquence de ce cessez-le-feu, les habitants de Gaza émergent de leurs abris pour découvrir un paysage de débris où le Hamas est toujours au pouvoir. Israël, de son côté, parle déjà politique, coût, économie et accomplissement. Alors, quid des chances de négociations selon le New York Times? Eh bien, elles promettent d'être très compliquées, ces négociations, étant donné les antagonismes des participants, bien sûr. Et comme si ça ne faisait qu'ajouter en fait à cette difficulté d'obtenir un accord, le New York Times d'ajouter que l'armée se tient prête à réagir en bordure de Gaza aux côtés de la marine et de l'aviation. Alors, même attitude en Italie. La trêve tient cette fois-ci, titre La Repubblica, le quotidien qui va même plus loin dans son papier. La guerre semble terminée, écrit le journal, avec cette illustration, et bien non pas de Gaza, de quartiers dévastés ou de regard à gare, mais bien de soldats israéliens épuisés, abattus, peut-être soulagés même. L'armée, dont une petite partie seulement, explique le journal, restera sur le qui-vive aux abords de la bande côtière. La Repubblica qui précise d'ailleurs que des tunnels resteraient encore une menace pour les habitants du Sud. Et puis Gaza quand même, avec cette photo toujours de la Repubblica, la photo d'un homme et peut-être de son enfant, en tout cas d'un enfant. Ils sont installés dans un fauteuil poussiéreux au milieu, comme vous voyez, de débris, avec une légende qui explique que pendant la trêve, eh bien, de nombreuses familles sont retournées dans leur quartier pour voir ce qu'il restait de leur maison. Enfin, ce bilan très lourd, bien sûr, dit la Repubblica, 1900 victimes, parmi lesquelles l'armée israélienne prétend avoir éliminé au moins 900 terroristes.
Voilà, un bilan très lourd côté palestinien, des images de ruines et de dévastation. Conséquence directe, ce n'est pas un phénomène nouveau, Betsabé, cette tendance du boycott économique d'Israël qui s'accélère. C'est un véritable mouvement et du coup la presse en parle comme Metro News. Regardez, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, les appels au boycott économique de l'État hébreu se multiplient, avec cet exemple de la Belgique, Barbara, la Belgique qui étudie la mise en place d'un label qui permettrait d'identifier les produits venant des colonies israéliennes et donc de les boycotter. On attend donc une circulaire soutenue par le gouvernement fédéral et par le ministre des Affaires étrangères belge. Pas qu'en Belgique, Le Point nous raconte qu'en Grande-Bretagne aussi, la pression monte contre Israël. Il rappelle que déjà lundi, David Cameron, plutôt circonspect jusqu'à présent sur la situation, s'était lâché au micro de la BBC. Il avait dit qu'il était immoral et illégal de cibler la population civile de Gaza. Et puis le 5 juillet, toujours en Grande-Bretagne, c'est l'Unite, le plus grand syndicat britannique, qui a voté pour un embargo similaire au boycott des produits venant d'Afrique du Sud durant l'époque de l'apartheid. Une première en Europe. Sylvie Mazel, en Grande-Bretagne, une députée a démissionné hier aussi à cause de ce conflit mini-stress. Voilà. Vous avez évoqué Laurent Fabius qui parle de massacre. Voilà, on se demande qui a gagné cette guerre, mais est-ce que sur le plan international, Israël l'a perdue, cette guerre-là? Écoutez, ça, c'est pas nouveau. Nous sommes condamnés tout le temps, sans arrêt. Notre image en Europe, surtout en Europe, je parle d'Europe, ça compte, parce que ce sont des pays démocratiques, n'est-ce pas? C'est la lumière du monde. Et quand il s'agit des Arabes, pas de problème. Ils acceptent tout ce que les Arabes font, n'importe quoi. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit pour les femmes, il n'y a pas de droit de les femmes. Les Arabes tuent les Arabes coupent les têtes des gens. Les Arabes font des femmes servir comme sex slaves, comment on dit, esclaves sexuels. Oui, pas de problème. Mais quand Israël se défend, là, il y a un problème. Les Juifs se défendent, c'est impossible. C'est pas acceptable en Europe. C'est le vieux antisémitisme qui ressurgit. Ça, c'est extrêmement grave. Regardez, et actuellement, Israël, pas seulement se défend, Israël se bat contre l'islam radical. L'islam qui actuellement menace le monde entier. Il n'y a pas de problème. L'islam, effectivement, se trouve en Irak, en Syrie, en Libye, en Algérie, au Yémen. Et là-bas, il tue sans arrêt. Mais l'islam se trouve en Europe, en Amérique aussi. Et on ne regarde pas. On se fout complètement de ça, absolument. Mais Israël, ça c'est mauvais. Alors, quel est le résultat? Quel est le résultat de cette image complètement fausse, déformée, qui est soutenue par la presse internationale dont je vais parler, que l'Europe actuellement est en train d'affaiblir Israël alors qu'on se bat contre l'islam radical. Ça, c'est extrêmement grave, parce que cela veut dire qu'on veut d'autres destructions. Il n'y a pas d'autre mot à dire pour ces Européens. Alors, ces syndicats britanniques qui imposent sur nous un embargo, et Cameroun qui voudrait bien et qui pense imposer un embargo. Et en Espagne, déjà, je crois qu'on a annulé certaines ventes militaires, n'est-ce pas, etc., etc., etc. Et on se sent isolé, on se sent découragé par ces gens-là. Peut-être encore plus isolé qu'à la fin, qu'au début de ce conflit. Je vous redonne la parole dans un instant à Zvi Mazel, mais Betsabé a relevé une autre question, une dernière question que se pose la presse, qui est le vainqueur de ce conflit finalement. Justement, alors le Los Angeles Times aux États-Unis, aussi virulent qu'à son habitude, explique que les deux camps prétendent avoir gagné, le Hamas et Israël, qui ont été prompts d'ailleurs à se déclarer victorieux, explique le journal. Mission accomplie d'un côté, donc du côté israélien. Israël a échoué à 100% à Gaza côté Hamas, et à côté de cela, des habitants qui se trouvent, dit le journal, du côté malchanceux de la frontière et qui se demandent en regardant autour d'eux si ça en valait la peine. Oui. Alors là, il y a quelque chose qui est complètement hors de la réalité. Parce qu'on connaît Israël, on sait qui est le peuple juif. On connaît ses traditions, sa religion, sa façon de vivre. Et nous sommes accusés de toutes les atrocités terribles et inimaginables
qui n'existent pas, qui sont dans l'imagination des gens. Alors, ils mettent de côté la réalité. Je parle de la presse internationale et des gouvernements européens. Ils nous accusent de n'importe quoi, ils nous affaiblissent. Alors que les Shoah se trouvent 70 ans derrière nous et encore 1000 ans de persécution, ben l'Europe ne se repentit pas. Alors, écoutez, alors là, il y a un autre acteur qui rentre dans cette équation. Ce sont les États-Unis. On l'a dit, vous l'avez dit, Israël est sorti encore plus isolé peut-être qu'au début de ce conflit, mais il faut noter, on va le revoir en images, ces tensions persistantes depuis un mois entre Washington et Jérusalem. Retour en images sur cette dernière guerre froide. Tout a commencé avec les meilleures intentions du monde. J'ai dit au Premier ministre Netanyahou que John Kerry est prêt à voyager dans la région pour plus de consultations. Le secrétaire d'État américain John Kerry a à peine survécu à 9 mois de négociations israélo-palestiniennes ratées, mais pour lui, pas question d'observer passivement la fulgurante escalade de violence dans la région. C'est une grande opération ciblée, il faut qu'on y aille. Kerry a donc repris ses navettes diplomatiques, seulement voilà, malheureusement, les efforts américains de médiation pour mettre un terme à l'opération Bordure Protectrice n'ont pas rapproché le Hamas et Israël d'un quelconque cessez-le-feu. En attendant, le fossé entre Jérusalem et Washington se creuse de jour en jour. Nous pensons que ce n'est pas comme ça que des alliés devraient se comporter entre eux. Les faux pas entre Netanyahou et Obama sont déjà bien connus, mais la mauvaise communication entre les deux alliés a atteint de nouveaux sommets. Pas un jour ne se passe sans que des fuites d'informations calculées ne parviennent à la presse. Des critiques israéliennes dures vis-à-vis de l'implication de Kerry, des retranscriptions d'appels téléphoniques, des téléphones sur écoute, des mots et des déclarations dures, tous publiés par la presse. Je vais vous dire une chose sur Kerry. Israël n'a pas de meilleur ami ni de meilleur défenseur. Personne n'a fait autant pour faire avancer la paix en Israël. La énième crise diplomatique entre l'administration Obama et le gouvernement de Netanyahou intervient à un moment crucial, alors qu'Israël a besoin du plus grand soutien international possible, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Premier ministre israélien semble tenter d'atténuer la rhétorique. Je pense que les États-Unis ont été fantastiques. Même Netanyahou est conscient qu'avec tous leurs défauts, Kerry et Obama restent les meilleurs amis d'Israël. À long terme, s'en prendre à eux ne facilitera pas la lutte contre le véritable ennemi, le Hamas. Voilà, il nous a rejoint Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. La question que les États-Unis se posent en ce moment même, c'est à quel degré devront-ils s'impliquer dans ces discussions du Caire et quel niveau diplomatique envoyer sur place? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Oui, selon les Palestiniens, le niveau assez bas pour le moment de la représentation américaine représente le mécontentement américain du côté israélien et les expectations des Américains de la part du côté israélien. Les Américains qui veulent que les négociations au Caire débouchent à un vrai processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens, non pas seulement sur le sort de la bande de Gaza, mais sur le totalité des questions qui divisent Israéliens et Palestiniens. Moi, j'ai entendu Monsieur Mazel et j'ai une petite remarque. Monsieur Fabius, Monsieur Cameroun et les États-Unis ont laissé à Israël un champ de manœuvre immense en début de cette opération. Donc, on peut pas changer d'attitude de 180 degrés d'un jour au lendemain. Je vois que ça, c'est le critique des forces occidentales ont pour but de faire pression sur le côté israélien, de revenir sur la table de négociation et de ne pas considérer Gaza comme une question tactique qui pourra être résolue par un système d'inspection sur les armes des milices à la bande de Gaza, mais que Gaza fait partie du grand conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, ça c'est le but des Égyptiens aussi. Et on a parlé hier de l'axe arabe-israélien, ce nouveau axe entre Israël et certains pays arabes Égypte, de la région, Jordanie, Arabie Saoudite. Notamment l'Arabie Saoudite, mais bien sûr l'Égypte. Et si jamais il n'y a pas un retour autour de la table des négociations, mettons sur la table tout ce qui doit être discuté, et selon les Arabes, c'est les frontières des 67, peut-être avec quelques amendements. Alors c'est ça l'objectif des Occidentaux et peut-être d'autres puissances arabes, transformer cette fin de conflit en un accord global, régional, relancer les négociations de paix israélo-palestiniennes. Il faut faire la séparation entre les pays arabes et l'Occident, il n'y a pas de doute, ils n'ont pas les mêmes intérêts, absolument pas. D'ailleurs, je voudrais d'abord répondre à notre ami que Gaza
est gouverné par Hamas et pas par l'autorité palestinienne, et même Abou Mazen ne peut pas y venir. Donc on ne peut pas parler de Gaza dans le cadre d'un accord sur le problème. Il faut résoudre le problème de Gaza. Tant que Hamas est là et n'accepte pas l'autorité d'Abou Mazen, il n'y a rien à faire. Alors nous, on se bat contre Hamas. On ne se bat pas contre les Palestiniens, il faut le comprendre. C'est le Hamas qui nous attaque. On se bat le Hamas, mais le Hamas se défend avec les centres des Palestiniens. C'est son affaire, c'est les affaires palestiniennes. S'ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Ça, c'est une chose. Maintenant, je veux revenir au problème américain. Alors, dans l'attitude américaine, il y a tout d'abord une naïveté incompréhensible en ce qui se passe dans le monde arabe. Absolument. Ils regardent le monde arabe, ils ne comprennent pas. Naïveté et incompréhension. Ils croient qu'en Irak, en Syrie, en Égypte, il doit y avoir la même démocratie que Washington, à Paris et Londres. C'est impossible. Il y a l'islam, il y a 1400 ans d'islam. Et il y a le tribalisme arabe. C'est une civilisation qui est basée encore sur la vengeance, sur l'honneur, sur la croyance dans le chef, etc., etc. Donc il y a des problèmes extrêmement graves de civilisation. En Amérique, on ne veut pas le comprendre. Maintenant, autre chose. Très important. Comment est-ce possible que M. Kerry a commencé à négocier avec le Qatar et avec la Turquie sur un cessez-le-feu ou sur un certain règlement avec le Hamas, alors qu'Israël et l'Égypte se trouvent en état de tension, sinon hostilité avec ces deux pays-là. C'est impossible. Moi, je ne comprends pas pourquoi les États-Unis ne sont pas mis immédiatement à côté de l'Égypte. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que entre l'Égypte et l'Amérique, il y a actuellement un mauvais sang. Il y a toujours l'embargo militaire sur l'équipement militaire sur l'Égypte. On va parler de cette relation tumultueuse avec l'Égypte au milieu dans quelques minutes avec vous deux. Restez avec nous, on fait un point sur l'actualité. On se retrouve juste après pour continuer à décrypter cette situation. Please hold on, because people need the quiet of weapons, the quiet of arms. They need to rest, and you all need to go back to the table of negotiations. This morning has been quiet since 8 o'clock, almost no incidents. Our forces are maintaining those defensive lines and preparing for potential developments. Atrocities committed by Israel required immediate reaction from us. Merci d'être avec nous sur i24 News. Un des aspects de ce conflit, c'est une guerre de leadership au sein du monde arabe. On ne cesse de le répéter depuis un mois. La Turquie face à l'Égypte, avec ses alliés que sont le Qatar d'un côté, l'Arabie Saoudite de l'autre. Bref, le nationalisme arabe face à l'islam politique. Le Caire a cependant repris la main en menant ces négociations de cessez-le-feu. Cyril, vous nous en dites plus? Bah oui, pour mieux comprendre pourquoi le Qatar et la Turquie avaient tenté de rivaliser avec l'Égypte sur la médiation entre Israël et le Hamas pendant quasiment toute la durée de l'opération Bordure Protégée, il faut revenir, Barbara, au printemps arabe et surtout aux frustrations qu'ils ont générées auprès des dirigeants politiques du Qatar, mais aussi de la Turquie. Frustration d'abord pour le Qatar, évidemment. Pour commencer, on s'en souvient, un Doha qui avait soutenu presque sans mesure, de manière inconditionnelle, grâce également à son bras médiatique qu'est Al Jazeera, avait donné un soutien quasiment inconditionnel
traditionnelle donc au régime islamiste au lendemain des révolutions arabes. Mais la suite, vous la connaissez, la destitution du président Morsi en Égypte et la vive répression des frères musulmans, une répression dans le sang par le maréchal al-Sisi, eh bien tout ça avait brusquement claqué la porte au nez donc des Qataris. Et puis le Qatar, qui vous savez est coincé entre ces deux géants que sont l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre, essaye de se démarquer un petit peu grâce à sa diplomatie du portefeuille. Un tout petit pays, on le sait, hein, avec moins de 2 millions d'habitants, dont seulement 200 000 autochtones, qui essaye de se démarquer, qui essaye de créer un dispositif diplomatique un peu plus subtil que le simple alignement sur la diplomatie des grands pays du Golfe. Donc c'est ça qu'avait essayé de faire le Qatar après l'émergence de l'islam politique au lendemain des printemps arabes. Malheureusement, le Qatar qui a parié sur le mauvais cheval, puisque la suite on le connaît, en Égypte en tout cas, c'est le nationalisme arabe incarné par le maréchal et maintenant président Abdel Fattah al-Sisi qui a pris la main. Frustration côté turc également, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le Premier ministre Erdogan et son parti incarnaient peut-être plus que tout autre dirigeant musulman l'espoir, le modèle pour les frères musulmans du mariage possible entre islam d'une part et politique de l'autre. La Turquie qui espérait peut-être prendre le leadership du monde sunnite grâce aux frères ses alliés des frères musulmans en Égypte, et qui s'est avéré également un espoir déçu, puisque la suite on la connaît, les frères musulmans sont en déclin dans le monde arabe. Voilà donc pourquoi les deux pays, et les Qataris et les Turcs, ont tenté cette fois-ci d'essayer peut-être de redorer leur blason dans un monde arabo-musulman qui échappe de plus en plus à leur influence. C'était peut-être la dernière chance pour les Qataris et les Turcs de redorer leur blason dans le monde arabe. Alors, dans ce bras de fer, hein, vous venez de l'expliquer, les Égyptiens semblent l'emporter pour le moment. Pourquoi ? Ali ? Ils semblent l'emporter essentiellement pour la géographie, Barbara. L'Égypte est le pays le plus concerné de ce conflit israélo-palestinien à la bande de Gaza. L'Égypte, c'est le seul accès au monde pour les Gazaouis, donc c'est très normal que l'Égypte remportera cette bataille politique avec le Qatar, mais c'est sans doute une victoire qui peut être renversée à tout moment si jamais le Hamas sent qu'il a été plus isolé dans le cadre de ces négociations qui se passent à l'Égypte qu'il n'était avant cette confrontation. C'est pour cela, comme M. Mazel dit, on ne peut pas, Gaza est contrôlé par le Hamas, on ne peut pas négocier avec le Hamas. Pour les Égyptiens, l'accord de réconciliation palestinien qui donnait à l'autorité palestinienne le droit de retourner et de contrôler la bande de Gaza était un début que le côté israélien a rejeté, que le côté israélien a fait tout pour l'empêcher, justement pour éviter un vrai processus de négociation avec le côté palestinien. Donc nous on se contente, on se réjouit, les Israéliens se réjouissent de la position égyptienne très ferme vis-à-vis du Hamas. Mais ça c'est la carotte. Le bâton c'est sous forme d'une volonté égyptienne très honnête de voir les Israéliens et l'autorité palestinienne revenir sur la table de négociation et négocier non pas seulement le sort tactique de la bande de Gaza, mais le sort de tout le conflit israélo-palestinien basé sur l'équation de deux États avec des amendements des frontières. Là-dessus, vous disiez, Svi Mazel, que Mahmoud Abbas n'était pas le bienvenu à Gaza, qu'on imagine mal son retour à Gaza. Est-ce que les Égyptiens pourraient pousser un retour de l'autorité palestinienne à travers un autre homme ? C'est Mohamed Dahlan. Il se trouve en ce moment au Caire. Les Égyptiens pourraient pousser au retour de cet homme fort de Gaza pour renforcer l'autorité palestinienne. Dans le passé, c'était un homme fort et actuellement, il se trouve en conflit extrêmement difficile avec Abu Mazen et l'autorité. Je ne vois pas Dahlan devenir le gouverneur de Gaza. Mais ce que les Égyptiens essaient de faire actuellement, et au moins de donner à Abu Mazen le passage de Rafah. Pas le contrôle de Gaza, parce que le Hamas ne cédera jamais. Le Hamas a ses troupes, le Kaou al-Tanfizi, comme on dit ça, les forces exécutives, n'est-ce pas? C'est une force extrêmement importante. Et Abu Mazen, avec ses troupes de Fatah, ne peuvent pas y entrer. Ils ont été jetés, vous vous rappelez, en 2007. Et donc, le moins que les Égyptiens peuvent faire, c'est peut-être faire accepter à Hamas que Abu Mazen domine Rafah. Mais il y a autre chose très importante et qui nous montre l'origine de la position égyptienne. Parce que nous sommes actuellement devant une Égypte différente, une Égypte nouveau.
avec un président qui sait exactement ce qu'il veut. Oui. Il veut renouveler l'Égypte. Il veut mettre l'Égypte sur la voie du développement. Il sait que si jamais, dans 2-3 ans, il n'arrive pas à le faire, ça sera la pagaille totale en Égypte, parce que le peuple égyptien perdra tous ses tous ses espoirs. Et donc, il fait le maximum pour ça, il est là pour ça. Il a dit qu'il va le faire, qu'il va travailler, que ça sera très difficile, que le peuple égyptien va souffrir, mais ils espèrent de le faire. Et il a ajouté encore quelque chose, qu'il va enlever la religion, n'est-ce pas, de la politique en Égypte, qu'il va mettre la religion de côté. La religion ne sera pas un instrument dans les mains du gouvernement. Maintenant, une fois il a pris ce chemin, Gaza et Hamas, pour lui, c'est quelque chose d'inacceptable. Que le terrorisme vienne de Gaza au Sinaï et les dérange d'aller vers ce but, c'est inacceptable. C'est pourquoi il fera tout, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, avec Israël, sans Israël, de calmer Gaza d'une façon qu'elle ne constitue plus une menace pour lui. Il les tient actuellement, il tient Gaza comme ça, il ne bougera pas. Calmer Gaza, traiter le Hamas avec une main de fer juste pour protéger ses propres intérêts nationaux, c'est ça sa priorité, Al-Sisi? Tout à fait, mais contrairement à ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur, oui, l'Égypte voit un rôle pour l'autorité palestinienne sur la totalité de la bande de Gaza. C'est vrai que la question des forces armées du Hamas n'a pas été résolue même dans le cadre de négociations sur la réconciliation palestinienne, et Fatah et Hamas ont décidé de reporter cette question jusqu'à après la réconciliation, jusqu'après l'instauration du gouvernement qui a été déjà instauré. Mais une remarque sur le rôle des Américains. Monsieur l'ambassadeur, avant la pause, a défini la position américaine, a décrit la position américaine de naïveté et de manque de compréhension. Peut-être il y a de ça et de là, mais il y a quelque chose de très constant et permanent dans l'attitude américaine. Les États-Unis croient, et moi je pense qu'ils ont raison de croire, que le monde arabe, il veut d'un côté le développement, mais de l'autre côté, il veut que ce développement soit accompagné avec un certain goût d'islam. Les États-Unis voient que le monde arabe, jusqu'à présent, il penche pour l'islam, il croit à l'islam, et que l'islam politique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, fera partie de la scène politique. Et les États-Unis jugent que les frères musulmans sont les joueurs les plus pragmatiques de cette famille de l'islam politique. Donc, cet embargo sur les armes à l'Égypte, parce que les États-Unis croient encore que ce qui s'est passé en Égypte, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État contre la démocratie, c'était un coup d'État contre le choix du peuple égyptien. C'est pas une position tactique, mais c'est une vision stratégique des États-Unis. Peut-être ils vont être convaincus que cette vision stratégique doit être reportée, mais pour les États-Unis, ils voient que le djihadisme est là, et pour partie de l'administration américaine, l'islam pragmatique est le meilleur outil pour battre ce djihadisme salafiste et non pas les régimes nationalistes représentés par la Sisi. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre l'administration Obama et le président Al-Sisi, ou on n'en est pas du tout là? On n'est pas là, et c'est étonnant, puisque tant que l'embargo sur l'équipement militaire existe du côté des États-Unis sur l'Égypte, ils ne peuvent pas vraiment parler. Alors quand M. Kerry est venu il y a 10 jours pour parler avec Samar Choukri, le ministre des Affaires étrangères, à Bruxelles, à mon avis, l'atmosphère entre eux était extrêmement grave, difficile, et c'est pourquoi ça n'a pas marché. Et puis les Égyptiens étaient extrêmement fâchés contre Kerry, puisqu'il est allé parler avec Qatar et tout ça. Alors ça, c'est extrêmement grave, parce que qu'est-ce que nous voyons actuellement? Quelque chose d'inimaginable. Et notre ami a parlé du fait que l'Amérique est en train de chercher l'islam pragmatique. Il n'y a pas d'islam pragmatique. Ou bien l'islam domine, ou bien l'islam est séparé. Et Sisi veut séparer, il l'a dit 1000 fois dans ses déclarations avant les élections, qu'il va séparer la religion. La religion ne sera plus un instrument dans les mains du gouvernement. Alors nous voyons actuellement qu'il y a 2 pays qui se battent contre l'islam radical, Israël et l'Égypte. Et ces 2 pays-là sont actuellement affaiblis par l'Occident. C'est quelque chose d'inimaginable, inacceptable. Écoutez, à propos des frères musulmans, moi j'ai étudié toute ma vie les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la mère et le père
du terrorisme arabe radical, politique et tout. Ils ont inventé cela. À partir de Hassan el-Banna et passé par Saïd el-Koutoub. Il n'y a pas de problème. Et Abdallah Azzam, le premier émir de Al-Qaïda, était un frère musulman palestinien d'Égypte, n'est-ce pas? Et Mohamed Koutoub, le frère de Saïd Koutoub, professeur à l'université de Jeddah, c'était le professeur de Bin Laden, etc., etc., etc. Toutes les organisations islamiques radicales, Daesh compris, Boko Haram, viennent de cette école de frères musulmans. Alors, les frères musulmans, c'est un bluff complet. D'ailleurs, même au temps des Farouk, ils ont déjà essayé de renverser les royaumes et prendre le pouvoir. Donc, si les Américains ne connaissent pas l'histoire des frères musulmans, c'est inacceptable. Je vais vous donner encore un fait extrêmement curieux. En 1953, la CIA croit que les frères musulmans sont des pragmatiques. Alors, qu'on peut parler avec eux et surtout de les faire travailler contre l'Union soviétique. Contre Nasser. Et contre Nasser. Non, à ce moment-là, c'était l'Union soviétique, pas contre. C'était en 1953, encore Nasser était là, avant qu'ils essaient de les tuer. Les frères musulmans ont essayé de tuer Nasser en 1954 en Alexandrie à Manchia, vous connaissez très très bien. La CIA organise une conférence islamique à Washington. Il invite des frères musulmans d'Égypte et d'autres pays. À la tête de cette délégation, il y avait Saïd Ramadan. Le père de Tariq Ramadan, qui est actuellement en Europe, n'est-ce pas? Il essaye de les mettre à leur service contre l'Union soviétique. Ça échoue complètement, mais il leur donne de l'argent, n'est-ce pas? À ouvrir des centres culturels en Bretagne et dans d'autres endroits. Et depuis, ces croyances que les frères musulmans sont une force pragmatique les hantent. Sont tentés depuis, même maintenant, et même Obama maintenant. C'est incompréhensible parce que nous connaissons l'histoire des frères musulmans. Nous avons étudié. On connaît de A à Z tout ça. Pour revenir à la situation actuelle et à cette lutte, vous le disiez que mènent l'Égypte et Israël contre cet islam djihadiste. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir des relations entre l'Égypte et Israël après ce conflit? Bon, moi, mon point de départ, c'est que le régime actuel en Égypte est loin d'être stable. C'est vrai qu'on voit des mesures qui ont pour but de renforcer la stabilité du régime, mais si le général ou président Sisi maintenant ne livre pas ce que les Égyptiens attendent en matière de création d'emplois, en matière de changement économique, mais aussi en matière de réduction de cette pression sur les libertés démocratiques. Et ça, c'est encore une source de différence entre les États-Unis et entre le régime égyptien. S'il y a des forces dans l'Occident qui comprennent cette lutte du régime contre les islamistes, les frères musulmans et les autres, ces forces ont du mal à voir pourquoi des mouvements séculaires, comme le 6 avril, des mouvements libéraux, sont aussi chassés, persécutés par le régime égyptien pour la simple raison qu'ils ont une vision différente de l'avenir égyptien. Entre Israël et l'Égypte, si jamais il n'y a pas un processus de négociation tangible, sérieux, significatif, je ne vois pas ce rapprochement demeurer à long terme entre Israël et l'Égypte, bien qu'on sait qu'ils partagent un ennemi, un rival commun qu'est l'islam politique. La coopération militaire se maintiendra quand même. La coopération militaire se maintiendra, bien sûr, Barbara. Mais un dernier point, M. Mazel, c'est que les Égyptiens, ils commencent aussi à essayer d'avoir une influence même au sein de l'autorité palestinienne. C'est vrai que M. Dahlan est le grand rival actuel de M. Abou Mazen, mais les Égyptiens n'ont pas renoncé à leur volonté de voir une direction qui sera à leur taille, et au sein de l'autorité palestinienne, et même au sein du Hamas. Au sein du Hamas, ça passera par Abou Marzouk? Pour les Égyptiens, ça peut se faire aussi par la création d'une direction de la bande de Gaza qui prendra les cordes de la direction du Hamas. Donc, moi, je pense que les Égyptiens, ils se balancent entre un désengagement de la bande de Gaza et entre une volonté d'avoir une influence sur l'identité des joueurs palestiniens de la bande de Gaza. Sur les relations israélo-égyptiennes, Zumazel, vous étiez ambassadeur d'Israël en Égypte, on le rappelle. Comment vous voyez l'avenir de cette coopération entre les deux pays?
Écoutez, il n'y a pas de doute que l'Égypte voudrait revenir un peu sur la scène et surtout avoir son mot à dire dans les problèmes palestiniens. Mais les Israéliens savent très bien qu'on ne peut pas arriver à une négociation rapide entre Israéliens et Palestiniens et faire la paix. Ça a échoué pendant des années et des années. Au moins, ce qu'ils veulent actuellement, c'est, comme on a dit tout à l'heure, de calmer Gaza et s'occuper de leurs problèmes économiques. Et je répète encore une fois et encore une fois, c'est ce qui compte. Actuellement, les intérêts égyptiens sont des intérêts nationaux pour leur économie et ils ont laissé de côté les problèmes palestiniens et les problèmes interarabes. S'ils doivent intervenir dans quelque chose, ils le feront. Mais ce qui est important pour eux, c'est leur économie, leur avenir. Et puis, ils sont attaqués d'ailleurs pas seulement par Gaza, aussi par la Libye. La Libye, depuis quelques semaines, il y a déjà des concentrations de Daesh, ISIS, non, comment on dit en français? L'État islamique. L'État islamique. Il y a des concentrations d'État islamique et à côté Libye, il y a eu déjà plusieurs attaques. Ouais. Il y a beaucoup de soldats égyptiens tout au long de la frontière. Donc, ils sont menacés par les djihadistes de tous côtés, les frères musulmans qui continuent leurs manifestations, et encore, ce sont toutes petites manifestations. Alors, ce qui compte, c'est l'économie. Maintenant, si jamais on arrive à un minimum de compromis sur Gaza, Sisi pourra continuer avec ses réformes, à mon avis, dans quelques temps, une fois sa situation sera stabilisée, il voudra bien, je crois, coopérer économiquement d'une certaine façon, à un certain niveau, avec Israël, puisque nous sommes là, nous sommes prêts à travailler. Donc ça, la question du gaz. La question du gaz, même beaucoup de choses. Moi, j'étais ambassadeur, je proposais à l'Égypte coopération dans le domaine high-tech, domaine industriel et tout ça. Tout est ouvert, il n'y a pas de problème pour nous. On peut faire venir des investissements d'Amérique, d'Europe, etc. Nous avons beaucoup de contacts. Donc, il sait très bien, à mon avis, il veut le faire. Il ne peut pas le faire maintenant, actuellement. Mais une fois l'Égypte sera stabilisée du point de vue sécuritaire, peut-être il le fera. Donc, il y a un certain avenir pour ces relations. Il n'y a pas de doute. Mais le fait est que l'Amérique fait encore une pression psychologique. Et en maintenant l'embargo est extrêmement grave parce que l'Égypte aussi se sent isolée face aux États-Unis. L'Égypte a besoin des États-Unis pour la technologie et pour les investissements, pour travailler avec. L'Égypte ne veut pas travailler avec la Russie, mais l'Amérique les trouve vers la Russie. L'Égypte pourrait se retourner vers d'autres alliés du monde arabe? Est-ce que Al-Sisi veut essayer de restaurer sa stature de première puissance arabe? Barbara, on a vu le premier tentative égyptienne d'acheter des armes auprès de la Russie et le financement de l'Arabie Saoudite de cet achat d'armes. Donc les deux plus grands alliés arabes des États-Unis ont essayé de voir si cette voie peut marcher, la voie de la Russie. Il y a une absence des Américains dans la région, il y a un retrait des Américains et ce vacuum, ce vide, il sera rempli, je ne suis pas sûr qu'il sera rempli par des éléments qui sont favorables aux États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Cyril. On se quitte pour quelques minutes et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur i24 News. Le cessez-le-feu se maintient depuis plus de 24 heures entre Israël et le Hamas. Voici ce qu'il faut retenir de la situation. Calme donc précaire à la frontière, mais calme tout de même. Israël a achevé le retrait total de ses troupes de Gaza et les habitants d'un côté comme de l'autre de la frontière commencent à rentrer chez eux. Et vous le voyez, les soldats quittent donc la bande de Gaza. Et tous les yeux sont désormais rivés vers le Caire où les négociations indirectes vont s'accélérer. Aujourd'hui, la délégation israélienne est attendue dans les heures qui viennent. Après une escale de quelques heures hier soir, selon les sources sur place, on s'avance vers un accord à minima. Les Américains, eux, hésitent sur le degré d'implication dans ces discussions. À la capitale égyptienne, la tension, on le rappelle, est à son comble entre Washington et Jérusalem. John Kerry et Benjamin Netanyahu ont eu une dernière conversation téléphonique dimanche qui a été coupée officiellement pour des raisons techniques. Enfin, notez que le commanditaire de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens il y a 2 mois à Hebron a été arrêté. Il s'agit bien d'un membre du Hamas. Hussam Kawashme a avoué avoir reçu le financement de l'opération par le Hamas de Gaza. Il a confirmé être le commandant des 2 autres membres de la cellule qui, je vous le rappelle, n'ont toujours pas été retrouvés par les forces israéliennes.
Voilà, et après un mois de conflit, on continue de parler également de cette guerre des médias, cette guerre de propagande, cette guerre psychologique qui fait rage sur Internet. On voit ça avec vous, Laura, et ce matin sur Internet, on parle d'abord de ce jeu de Google qui a semé la discorde. Oui, alors c'est un jeu pour téléphone et tablette qui ne tombe pas vraiment à pic, il faut le dire en ces temps troublés. Il s'appelle Bombe Gaza et le principe est simple, les joueurs doivent larguer des bombes sur Gaza en évitant de tuer des civils. L'application a été mise en ligne le 29 juillet, il y a quelques jours. Elle aurait été téléchargée un peu plus d'1 millier de fois avant d'être retirée lundi par Google pour contenu abusif. Alors donc le succès n'était pas vraiment extraordinaire, mais le jeu a tellement choqué qu'il a entraîné une véritable polémique sur Internet. Les internautes se sont en effet passé le mot pour signaler le jeu, comme vous pouvez le voir sur Twitter. Un jeu donc de très mauvais goût, mais qui reste malgré tout encore disponible actuellement sur Facebook. Ouais. Il est peut-être temps effectivement de le retirer. À le signaler sur Facebook. Ouais, voilà, continuons à le signaler. Et puis on en a brièvement parlé ce matin dans la revue de presse. Les appels au boycott économique contre Israël se multiplient aussi. Oui, ils se multiplient et ils continuent. Alors les appels, ils existent depuis longtemps, mais ils se sont effectivement multipliés ces dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux. Alors plusieurs associations, dont notamment le fameux BDS, le mouvement boycott des investissements sanctions, s'acharnent véritablement contre Israël et trouvent effectivement un écho grandissant. Alors regardez pour preuve ce graphique de Google Trends qui mesure les recherches Google. Ici, la recherche du terme boycott Israël a connu un véritable pic en juillet et d'ailleurs on peut constater exactement le même pic en 2009 lors de l'opération Plomb durci. Et puis il faut souligner aussi un appel au boycott étonnant, celui de la compagnie Coca-Cola qui fait actuellement polémique sur Twitter. Le mouvement de boycott contre Israël considère que la marque a des positions pro-israéliennes du fait de l'existence d'une usine d'embouteillage en Israël depuis les années 60. Alors Coca-Cola s'est défendu, il a publié un communiqué le 21 juillet pour réaffirmer sa neutralité dans le conflit, mais les appels demeurent. Et puis, mais ils ne viennent pas de la société mère, les appels de boycott. Ah non, pas du tout, ils viennent des internautes et puis de particuliers qui appellent tout le monde à boycotter la société Coca-Cola. D'accord. Voilà. Et puis justement, ces appels se multiplient, mais outre ces appels, de différentes associations, des applications pour smartphones ont vu le jour. Alors notamment l'application Boycott, comprenez le jeu de mots, qui propose à ses abonnés de filtrer leurs achats en scannant systématiquement le code barre des produits qu'ils veulent acheter pour connaître leur provenance. Alors pour autant, l'impact sur les sociétés israéliennes reste encore incertain. SodaStream, qui avait été victime de cette campagne notamment, affiche en effet une hausse des bénéfices de 6% cette année. Et par ailleurs, les appels au boycott, il faut le dire, peuvent tomber sous le coup des lois anti-discrimination. Voilà, Kédi. Et puis toujours sur Internet, une autre guerre sévit toujours, c'est celle des hackers. Oui, et elle sévit de plus belle. La guerre électronique ne connaît pas de trêve, du moins pas encore. Les attaques de hackers qui se regroupent sous la bannière des Anonymous contre des sites israéliens sont légion. Certains appellent à rayer Israël d'Internet et ils sont d'ailleurs régulièrement lancés. À noter d'ailleurs depuis le 11 juillet notamment le piratage du site du Mossad. Le site s'est retrouvé hors service pendant plus de 24 heures. Mais ce ne fut pas le seul, loin de là d'ailleurs. Le 19 juillet, ces hackers anti-israéliens avaient publié une vidéo sur YouTube annonçant leur volonté de poursuivre leur offensive informatique avec encore plus de vigueur. Et puis hier, coup de théâtre, le site internet de la chaîne 7 israélienne Arutz Sheva a été hacké par un groupe de hackers turcs. Regardez sur cette image, c'est ce qu'on pouvait voir hier soir lorsqu'on essayait de se connecter sur le site de la part de la Turquie avec amour, mais juste pour la Palestine. S'ensuit, vous le voyez, des insultes et des menaces violentes adressées aux Israéliens, mais aussi à Obama, à Merkel et aux Nations Unies. Et puis la guerre des hackers, je vous disais, fait rage et donc la réponse israélienne ne s'est pas fait attendre dans les heures qui ont suivi. Les Anonymous israéliens ont hacké le site Voices of Palestine en réponse. Alors voilà ce qu'on pouvait voir lorsqu'on essayait de se connecter à ce site, voilà, avec la musique, donc hacké par les Anonymous d'Israël, libérer Gaza du Hamas. Nous ne tolérons plus de cyberattaques contre Israël et le tout, comme vous pouvez l'entendre, et bien sur fond de la Hatikva, l'hymne national israélien. Voilà, donc sur Internet, pas de cessez-le-feu en tout cas. Pas du tout. C'est pas encore le cas. Et on termine quand même sur une note positive. Laura, c'est le dessin d'un enfant de 11 ans, ça fait le buzz. Voilà, qui fait le buzz, c'est un dessin qui est devenu viral, comme on dit. Il a été révélé par le magazine Plus 972. L'histoire est plutôt intéressante. Elle commence lors d'un atelier organisé par Amaboul, qui est une association israélienne qui utilise l'art pour soigner les traumatismes liés au conflit politique. Et puis l'association s'est dernièrement rendue à Sderot, où les enfants de cette ville, on le sait, ont dû passer les derniers mois
mois dans les abris, tant les roquettes du Hamas étaient nombreuses. Il existe donc d'énormes traumatismes dans la population Sderot et du sud d'ailleurs d'Israël en général. Mais pour Ohad, 11 ans, eh bien, cet été douloureux n'a pas anéanti tous ses espoirs de paix. Regardez ce dessin qui est très vite devenu viral sur la toile. On y voit des affrontements violents entre un avion israélien et puis une roquette du Hamas. Et les deux finissent par exploser et donner naissance à des cœurs. On peut aussi y voir une allusion à la barrière de sécurité israélienne dans le dernier dessin qui n'aurait finalement plus lieu d'être. Alors voilà, si aujourd'hui, malgré la trêve, l'avenir est assez sombre concernant une éventuelle paix avec le Hamas, Ohad, lui, y croit et le net relaye son appel. Voilà, et on va rester, Laura, dans la ville de Sderot. Voilà, entre optimisme et résignation. Depuis 24 heures, en tout cas, la vie est en train de reprendre son cours normal, un peu partout dans les villes du sud d'Israël. Après un mois complet dans les abris, les habitants commencent donc à ressortir. Reportage dans cette petite ville de Sderot, signé Maxime Pérez. Une ville presque en état de marche. Au premier jour du cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza, peu nombreux étaient les habitants de Sderot à s'aventurer dans la rue. À l'évidence, la fragile trêve en vigueur doit encore faire ses preuves. Je pense que tout le monde a très peur. Je pense que ce n'est pas fini. Surtout que malgré le dernier cessez-le-feu, ils ont continué de tirer des roquettes. Dans les kibboutz frontaliers de Gaza, le calme retrouvé ne suffit pas encore à convaincre les résidents de retrouver leur maison. Certains veulent pourtant croire que la situation est en passe de changer durablement. Je veux rester optimiste, je ne partage pas le point de vue des gens d'ici, je crois que ça va durer longtemps. Et je pense qu'à cause de la situation, il faudrait que la communauté internationale soutienne ce cessez-le-feu. Dans le conseil régional de Sha'ar HaNegev, l'un des secteurs frontaliers de Gaza, la prudence reste de mise. Mais l'on se tient prêt à chaque instant, au meilleur comme au pire. La guerre c'est mauvais, donc le cessez-le-feu c'est une bonne option. La question est qu'est-ce que le futur va nous apporter ? Dans 2 jours, à l'issue du cessez-le-feu, les habitants du sud d'Israël sauront si le plus dur est derrière eux ou si tout ne fait que recommencer. Voilà pour cette ville de Sderot. Bonjour Yoram Salamon, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des médias sociaux, fondateur du blog Roots Israël. Et on parlait de cette guerre médiatique sur Internet il y a un instant avec Laurent. On va essayer avec vous de tirer un bilan de ce mois de conflit où on a pu constater une fois de plus, mais de façon extrêmement forte cette fois, à quel point Internet est une tribune importante qui change presque le fonctionnement des pays démocratiques. Vous allez même plus loin, vous parlez de 5e pouvoir. Oui, aujourd'hui, la tribune, pour moi, on l'a dépassée depuis longtemps, mais il s'est passé quelque chose de vraiment incroyable avec le conflit israélo-palestinien. On avait vu déjà la capacité de bouleversement des sociétés avec les révolutions arabes, avec le printemps, la révolution en Égypte, avec la révolution en Tunisie. On a vu à quel point une société oppressée ou une société sous gouvernement autoritaire avait eu la capacité de se mobiliser avec les réseaux sociaux. Mais pour nous, monde occidental, on a vu ça comme une belle image d'Épinal, quelque chose c'était une belle chose finalement. Mais on est dans des sociétés démocratiques, donc pour nous, le fait d'utiliser la liberté de parole. Ouais, la liberté de parole, c'est quelque chose de naturel. Donc de là à ce que ça bouleverse la société ou les fondamentaux de la société, on n'avait pas cette conscience. Et puis on a eu, ça s'est passé l'hiver dernier, on a eu déjà ce sentiment avec l'affaire Dieudonné, où tout à coup il y a eu une prise de parole d'une partie de la société civile sur les réseaux sociaux qui a été incroyable. À tel point qu'il y a eu des vraies répercussions dans la rue, ou des vrais actes, etc. Et puis ça s'est tassé, et puis le conflit israélo-palestinien est arrivé. Et là, la parole s'est libérée. Et ça a montré une chose, ça a montré que tout le monde est un média, en fait. On est tous des micro-médias dont la parole, puisque chaque commentaire, chaque post, chaque réaction sur les réseaux sociaux, aujourd'hui se transforme carrément parfois en onde de choc, puisqu'il y a une sorte de mobilisation qui se fait et sur lequel le grand public d'habitude n'a pas accès à cet espace d'expression. Et là, sur les réseaux sociaux, on a pu voir que c'était le cas. Et on a eu effectivement, avec le conflit israélo-palestinien, une vague de commentaires incroyables. Il faut savoir quand même que sur Facebook, généralement, les chiffres montrent qu'il y a à peu près 510 000 commentaires toutes les secondes sur Facebook. Donc une vraie puissance de choc. Ensuite, sur le conflit israélo-palestinien, on a dit que les 7 premiers jours, le simple mot Israël avait
avait été tweeté 3 millions de fois. Le tag Gaza Under Attack, plus de 7 millions en quelques semaines. Donc on a vraiment quelque chose de très très important qui se passe. Ce qui est important de constater, c'est que finalement, des minorités, enfin une part de la société civile qui d'habitude n'a pas accès à la parole, des minorités tout à coup ont pris cet espace de parole, s'en sont emparés, des minorités qui en plus ont été mises sous tension par des sujets extrêmement importants à leurs yeux, l'antisémitisme, l'islam, le sionisme, la guerre, Gaza, etc. Et donc ces mots, ces expressions de parole ont renversé le modèle, un certain modèle, et celui des réseaux sociaux en est la preuve. Et finalement, en contrepoids de ça, on a un sondage qui est arrivé 3 ou 4 semaines après le conflit, un sondage IFOP qui dit 71% des Français en gros se fichent du conflit. Oui, ils sont indifférents, les Figaro qui l'a publié. Ils sont carrément, ils sont indifférents. Et là, on voit un décalage. On voit un décalage qui est important, c'est celui en fait de la manière dont les sondages sont faits aujourd'hui. Comment a été fait ce sondage ? Il a été fait sur 1000 personnes qui ont été recrutées en fonction du sexe, de l'âge et de la catégorie socio-professionnelle. Et finalement, c'est un échantillon statistique, quoi. C'est un échantillon statistique, mais aujourd'hui qui tient absolument pas compte du profil de nous tous internautes ou nous tous utilisateurs de réseaux sociaux. Mais est-ce que justement, c'est pas ça la question? Est-ce que ceux qui s'expriment de façon extrêmement active et souvent de façon virulente sur Internet sont ces minorités, comme vous dites, et ne sont pas le reflet du tout de l'opinion publique? Le problème, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux agissent comme un miroir grossissant, sans aucun doute. Mais ces miroirs grossissants ont justement à être pris en compte aujourd'hui parce qu'on a vu ce que ça pouvait déclencher et on a vu ce que ça déclenchait d'ailleurs dans la rue, les émeutes. Il faut quand même comprendre que la mobilisation qui s'est faite et avec ce qui était des manifestations, par exemple pro-palestiniennes, ce qui sont devenues des émeutes à certains endroits de Paris ou à certains moments, ont été générées par des mouvements de mobilisation sur Internet. Donc même s'il s'agit... Mais des minorités, encore une fois. Des minorités, mais qui ont un vrai pouvoir, un vrai pouvoir aujourd'hui physique dans la rue et un pouvoir de mobilisation comme jamais aucun média n'a donné la parole. Et vous pensez que l'élément déclencheur, le levier à cette parole libérée qui passe aux actes ensuite, ce n'est qu'Internet? Internet a plusieurs leviers. Internet, et il faut comprendre pourquoi aujourd'hui les pouvoirs publics le prennent en compte, parce que premièrement, il n'y a pas de réglementation sur Internet, il n'y a aucune réglementation. Et la seule qui est vraiment au niveau du gouvernement tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça, c'est Aurélie Filippetti. En janvier, elle a dit il y a sur Internet un droit et une responsabilité, c'est celui des hébergeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule sanction légale qu'on puisse trouver à la liberté d'expression sur Internet, à son encadrement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et encore, ce droit, il est où? Parce que Facebook, aujourd'hui, on ne peut pas couper l'hébergement de Facebook, c'est impossible, il est au-dessus des droits nationaux. Donc aujourd'hui, cette liberté de parole, elle est donnée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand je mets un commentaire sur Internet? C'est peut-être un commentaire, mais aujourd'hui, il peut avoir des répercussions énormes. Ça veut dire qu'il peut être repris, partagé. Le mot partage aujourd'hui sur Internet, il est le symbole même de cette viralité et de ce qui peut entraîner un effet papillon sur beaucoup de choses. L'ampleur. L'anonymat aujourd'hui sur Internet, mais n'importe quelle personne peut avoir plusieurs comptes ou peut même libérer sa parole grâce à un anonymat, donc sans être tracé en tout cas par les autorités policières. Il y a beaucoup de moyens de se cacher. On a le partage, les commentaires, l'adhésion. Je mets un commentaire, je réponds à un commentaire. Ça fait un effet de masse parce que effectivement, ça va générer des discussions. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'alliance poussée par le quatrième pouvoir, qui est la presse, qui aujourd'hui donne des tendances sur Internet avec des articles d'opinion, etc., qui sont discutés, qui sont repris, qui idéologisent aussi une partie de l'opinion publique sur Internet. Et aujourd'hui, il y a vraiment, et d'ailleurs on l'a vu, alors ces émeutes, il y a aussi ces émeutes ont poussé les pouvoirs publics à devoir réagir. S'il y a eu des interdictions de manifestations, finalement, la conséquence de ces interdictions, la cause de ces interdictions, elle est bien liée à une chose, la mobilisation sur Internet d'une minorité
mais d'une minorité qui est active et d'une minorité qui avait la possibilité de se mobiliser à un certain moment. Et qui a des conséquences énormes, concrètes qui perturbent l'ordre public, hein, comme on dit légalement. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un point de non-retour sur Internet? On a parlé du manque de mesures, on ne pourra plus aller en arrière? Je pense qu'on peut encore aller en arrière, mais je pense que ça va être extrêmement difficile parce qu'il s'agit de la responsabilité des pouvoirs publics et d'une responsabilité surtout internationale. Il va donc falloir toute une harmonisation qui, pour l'instant, est extrêmement difficile à mettre en place. Et effectivement, on est arrivé à une situation très grave où tout un chacun est devenu une personnalité publique sans la responsabilité qui va avec, justement. Donc n'importe qui peut exprimer son opinion, qu'elle soit raciste, antisémite ou non, et ne sera pas poursuivi, alors que normalement, quand on s'exprime publiquement, eh bien, on est responsable de ses propos. Peut-être que la solution ne vient pas de la loi, en tout cas pas uniquement de la loi. Il y a toute une société à réinventer. Moi, ça me fait penser à la place publique ou à l'agora où les gens s'exprimaient d'une façon complètement libérée, et il a fallu structurer et organiser cette prise de parole, et peut-être qu'il y a une nouvelle structuration à mettre en place sur Internet, un nouveau modèle à imaginer pour ne pas forcément réprimander les hébergeurs ou empêcher les gens de parler. Il y a peut-être un nouveau système à penser. En fait, c'est toute la problématique en fait, liée à Internet, parce que Internet s'est élevé grâce à une idéologie, c'est la libre gouvernance, c'est-à-dire la possibilité de tout à chacun, en dehors de tout système légal, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir agir. Et aujourd'hui, en plus, ça combiné avec la mondialisation, parce qu'une société comme Facebook, comme Twitter, comme Google sont au-dessus des législations nationales. Donc aucune législation aujourd'hui, à part à responsabiliser effectivement Facebook ou etc., peut permettre d'encadrer ça. Et ou alors il faut éduquer les masses, mais alors là je pense c'est ce que je dis, c'est peut-être pas la loi, et c'est peut-être pas éduquer les masses ou la loi, c'est peut-être à Facebook de trouver un nouveau modèle, de se réorganiser pour justement laisser la parole aux gens sans dépasser. C'est la même chose dans la vraie vie. Mais là encore, les gens ça demande une harmonisation. Voilà, où est-ce qu'on pose la limite? Et selon les cultures, la limite ne sera pas la même. Donc on arrive Lorsqu'on met en place une démocratie, les gens s'expriment, mais par le biais d'une organisation qui permet... Facebook et Twitter, etc., n'agissent pas que sur des sociétés démocratiques. Et c'est ça la problématique. Et d'ailleurs, on le voit... C'est un nouveau modèle. Ouais, alors là, on est dans une idéologie. Moi aussi, j'aimerais. Mais le problème, c'est qu'on est sur un modèle... et là, on est dans des considérations aussi économiques, parce que Facebook a intérêt à libérer la parole partout. Et d'ailleurs, c'est son schéma. On le voit en Afrique. Facebook, enfin Zuckerberg, ou alors même que ce soit Google, finance l'accès à Internet en Afrique pour pouvoir effectivement prendre des marchés, entre guillemets, qu'ils n'ont pas aujourd'hui, parce qu'effectivement, en Afrique, la présence d'Internet est encore faible par rapport à d'autres. Donc, il faut quand même y voir peut-être des points positifs, et pas seulement économiques, de ça, la liberté d'expression de peuples qui n'en ont aucun droit pour le moment. Autre point positif, peut-être si on essaye de tirer encore ce bilan depuis un mois, c'est cette démocratisation de l'info. On en parle grâce à Internet, et cette prise de conscience à un niveau de masse populaire, quoi. Alors, il ne faut pas le nier. Mais c'est magnifique. En fait, dans l'idée, on est presque sur un principe rousseauiste, là. C'est magnifique parce que aujourd'hui, c'est la liberté de chacun qui s'exprime au plus fort. Mais encore une fois, dans la philosophie des Lumières, le système était toujours encadré par des barrières. Et c'est la société elle-même qui doit veiller à pouvoir mettre des freins. Chacun est responsable. Mais aujourd'hui, on voit bien que le système de responsabilité, il n'est pas du tout encadré. On est encore sur quelque chose d'embryonnaire où les pouvoirs publics n'ont absolument pas du tout la main mise. Et il est important aujourd'hui qu'il y ait une vraie réflexion à un niveau, pas national, mais mondial, qui se fasse pour comment aujourd'hui pouvoir donner cette liberté de parole, pouvoir donner ces accès effectivement à la prise de parole de chacun, parce que c'est le modèle d'aujourd'hui et de demain, mais tout en ayant des garde-fous. Et là, pour l'instant, les garde-fous, ils sont extrêmement peu nombreux. Je vais vous ramener un débat beaucoup plus terre à terre. On va se diriger vers la bande de Gaza après un mois de conflit. Vous le savez, les habitants commencent à rentrer chez eux. Plus de 200 000 déplacés en un mois, et le constat est extrêmement difficile. Ruines, dévastation. Reportage sur place. Retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza ce mardi, après près d'un mois de conflit. Alors que les soldats de Tsahal doivent être redéployés dans des positions défensives, les habitants de Gaza retournent progressivement chez eux. Près de 260 000 déplacés quittent les abris de l'ONU, et ils sont nombreux à espérer que le cessez-le-feu de 3 jours prévu sous l'égide égyptienne durera plus que prévu. J'ai entendu dire qu'il y avait une trêve. J'espère qu'elle sera de longue durée. Auparavant, ils avaient dit qu'il y aurait une trêve et nous sommes partis. Mais 5 minutes après notre retour, les frappes aériennes ont commencé. Si Dieu le veut, cette fois-ci, ils respecteront leurs paroles et il y aura une véritable trêve afin que nous puissions être en sécurité dans nos maisons.
Au nord de Gaza, des dizaines de Palestiniens découvrent la zone particulièrement touchée de Beth Hanoun. En voiture ou en charrette, ils se rendent dans les villes que l'armée israélienne leur avait demandé de quitter lors des bombardements. Et beaucoup sont désemparés en découvrant les décombres. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à nos maisons? Où est la communauté internationale? Mais nous n'avons besoin de personne. Nous, les Palestiniens, nous sommes libres et nous allons libérer la nation. Écoles, maisons, les habitants de Gaza vont devoir faire face à de nouveaux défis. La reconstruction, le coût total est d'ores et déjà estimé à plus de 6 milliards de dollars. Voilà pour la situation dans Gaza et à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. On retrouve tout de suite Mathias Inbar. Première nuit de calme depuis plus d'un mois dans les kibbutzim et les villages le long de la bande de Gaza. Pas de roquettes sur le sud d'Israël, ni dans le centre, et pas de raid non plus de l'armée israélienne, pas de tir d'artillerie non plus sur les positions du Hamas et du djihad islamique. Une nuit relativement calme, mais il faut désormais faire les comptes, notamment alors du côté de Tsahal, plus de 4700 cibles qualifiées de terroristes ciblées par l'armée israélienne et 32 tunnels détruits par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Il ne reste plus de soldats à l'intérieur de ce territoire gazaoui. Ils se sont repliés dans une zone tampon de 3 à 5 km dans une position de défense le long de la barrière. Les réservistes commencent également à rentrer chez eux. Et côté palestinien, les commandants qui se terraient dans les bunkers pendant les combats, notamment Ismaël Haniyeh, le co-leader du bureau politique du Hamas, commence à sortir des bunkers et voit la réalité du terrain. Et pour lui, pas de doute, c'est une victoire du Hamas. Mais en même temps, il déclare, il se sent responsable de la reconstruction de ce territoire gazaoui. Voilà pour cette matinée. Il faudra désormais observer, de savoir surtout si, au terme de ces 72 heures de cessez-le-feu, le calme restera et perdurera dans cette région. Voilà, c'est évidemment la grande question à l'ordre du jour. Autre conséquence de ce conflit, cette fois côté israélien, ça se joue dans les services de maternité, avec un phénomène assez étonnant. En un mois de conflit, le taux de natalité a fait un bond de 30%. Johan, pourquoi ? En fait, c'est pas si étonnant que ça, c'est même plutôt typique de ce genre de situation. Le taux de natalité des prématurés a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière sur la même période dans les hôpitaux israéliens. Et alors à la question pourquoi, la réponse est assez simple. C'est principalement le stress, l'anxiété, la peur également des sirènes et des roquettes, des femmes enceintes qui doivent se rendre dans les abris à chaque alerte, qui provoquent ce phénomène. Alors les raisons sont autant psychologiques que physiques, on le voit puisque les accouchements ont bien lieu. Alors voilà, une hausse de 30%. Avec des cas peut-être parfois un peu plus concrets, comme celui de Batel Azoulay Attia, une femme qui s'est confiée au journal israélien Hayom. Israël Hayom, j'ai lu un journal israélien qui s'appelle Israël Hayom. Elle a donné naissance à des jumeaux suite à une chute lorsqu'elle essayait de se rendre dans un abri après le retentissement d'une sirène. Alors là, c'est une conséquence indirecte, mais quand même liée. Et une infirmière en charge d'une salle d'accouchement à l'hôpital de Rehovot nous explique que lorsque la mère court pour trouver un abri, le fœtus peut ressentir le stress et réagir en conséquence, comme ça a été le cas. Je me sens très concernée tout d'un coup, mais bon, voilà, c'est comme ça. En gros, ce que vous nous expliquez, c'est un baby-boom avant l'heure. Alors, un baby-boom avant l'heure qui devrait précéder le prochain baby-boom qui, lui, devrait arriver dans 9 mois, puisque de toute façon, conséquence également classique de ce genre de situation, crise grave, guerre, conflit. On n'en est pas sûr, mais c'est quasiment à tous les coups. Une fois que ce genre de situation s'arrête, les couples célèbrent la vie, j'ai envie de dire, en consommant leur mariage. Et donc 9 mois plus tard, on a des conséquences sur le taux de natalité qui se font ressentir. Que de formules bien pensantes, Johan. On va rester... Alors, est-ce que d'autres phénomènes liés à la natalité ont eu lieu pendant un mois ? Alors, phénomène un peu plus surprenant cette fois, au niveau des prénoms donnés aux enfants nés durant l'opération militaire. Je vous le donne en mille. L'opération militaire s'appelle en français bordure protectrice, en hébreu Tzouk Etan. Ouais. Le prénom Ethan renaît d'une nouvelle tendance aujourd'hui. Donc de plus en plus de parents ont eu l'idée de nommer leurs enfants Ethan. Et alors encore plus, j'ai envie de dire phénoménal, en tout cas étonnant, Tzouk Ethan, tel quel, prénom donné
à un enfant. On rappelle quand même la traduction. Alors, Tsuketan, ça veut dire rocher puissant en hébreu, c'est le nom donc de l'opération militaire en hébreu. Le prénom Tsuketan a été donné à un petit garçon né le 8 juillet, donc premier jour de l'opération militaire. La mère a accouché, a tout simplement eu l'idée de donner ce prénom. Le père nous parle, je le cite, « Nous nous identifions tellement à cette opération, aux résidents du Sud et aux troupes militaires, que le nom Tsuketan nous parlait. » Le pauvre. Voilà. Oui, je Rocher pense que c'est assez puissant, traumatisant. ça va être le nom de votre prochain fils, Yoram. C'est bon, moi j'ai déjà travaillé pour ça. La symbolique qui est intéressante, c'est juste que pour l'enfant, c'est peut-être un peu traumatisant de se faire rappeler du nom d'une opération militaire. Je sais pas, enfin là, je m'aventure dans des domaines psychologiques. Cette histoire-là tout au long de sa vie. Ouais. Est-ce que ça vous donne des idées, Barbara? Je garde le silence, si vous me permettez, sur cette question. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les conséquences de la natalité. Bon, d'accord. Voilà, en tout cas, pour ce phénomène lié à ce conflit dans la société israélienne. Alors, je vous rappelle les principaux titres à retenir de l'information ce matin. Le calme se maintient toujours entre Israël et la bande de Gaza. 24 heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, Israël a achevé le retrait total de ses troupes. Et puis, on note aussi que tous les yeux sont désormais rivés vers le Caire, où les négociations indirectes vont s'accélérer dans la journée. La délégation israélienne y est attendue dans les heures qui viennent. Et selon les sources sur place, eh bien, on s'avance vers un accord à minima. Nous continuons évidemment de suivre ces négociations et cette situation sur le terrain, minute par minute, sur notre antenne. Nos reporters restent mobilisés aux quatre coins du pays. En analyse, vous retrouvez évidemment sur le plateau tous nos experts. Je vais vous souhaiter une belle et calme journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain.